Une fois nommé chancelier le 30 janvier 1933, il aura donc fallu bien peu de temps à Adolf Hitler pour installer le régime nazi en Allemagne, un régime totalitaire où toute forme d'opposition politique est rapidement muselée et où les Juifs deviennent ouvertement une cible prioritaire, le tout sous l'œil de représentants de la presse internationale présents sur place. Voilà ce que vient de nous raconter en images ce documentaire exclusif écrit et réalisé par Jean Bulot que nous retrouvons maintenant avec nous sur ce plateau de Débat Doc en compagnie de nos autres invités. Jean Bulot, bienvenue. Bravo pour ce documentaire. On va y revenir, bien entendu. Vous êtes historien, auteur-réalisateur. Daniel Schneiderman est également avec nous. Bienvenue à vous, Daniel Schneiderman. Vous êtes journaliste et auteur, fondateur du site Arrêt sur Image, du nom de l'émission que vous avez animée pendant 12 ans. J'étais chez nos confrères de France 5. Nous venons de vous entendre témoigner, avec d'autres, bien entendu, dans ce documentaire. Et pour cause, puisqu'on vous doit Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler, un ouvrage publié aux éditions du Seuil, avec une réédition ensuite en poche. Et puis, vous avez par ailleurs une actualité littéraire avec ce livre, Le charlisme, raconté à ceux qui ont jadis aimé Charlie. C'est un ouvrage tout juste publié aux éditions du Seuil également. Et puis enfin avec nous, Hélène Millard-Delacroix. Bienvenue à vous. Vous êtes historienne, professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université. Vous êtes aussi secrétaire générale de l'Académie franco-allemande de Paris. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Jean Bulot, vous n'en étiez pas à votre coup d'essai avec ce film que nous venons de voir à l'instant, parce qu'il y a eu un premier volet, cette fois sur la période 1930-1933. Il s'agissait donc de traiter l'accession au pouvoir des nazis. Cette fois, ils y sont, au début de ce film. Ils y sont dès donc, janvier 1933, avec Adolf Hitler nommé à la chancellerie. Pourquoi avoir produit, réalisé, écrit ces deux films, celui que nous venons de voir et celui que je viens de citer juste avant? C'est utiliser vraiment les articles de presse comme une source pour l'historien pour raconter finalement la vie en Allemagne. C'est avant tout deux films, une collection sur les bouleversements en Allemagne. J'utilise les articles parce que ce sont ce que j'appelle moi des témoins de papier. Ils racontent au temps présent ce qu'ils ont vu. Ils racontent d'un point de vue social, pour ceux que j'ai utilisés. J'ai un propos sur l'ensemble de la presse, mais moi je les utilise vraiment comme une source. Et ça m'a permis, dans ces deux films, d'éloigner le regard en fait, de la tribune, des figures comme Hitler ou des différentes figures de la République de Weimar et ensuite de la dictature, et plutôt se rapprocher de la société et voir comment la mise en place, dans ce deuxième épisode, de la dictature, de la mise au pas de la société allemande a été perçue à l'étranger par ces journalistes. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que toute cette presse est accessible de chez soi, autant la presse française que la presse internationale, notamment anglo-saxonne. Et c'est vrai, de se plonger dans ce quotidien, dans les articles des correspondants, et plutôt des envoyés spéciaux, ça permettait d'avoir un regard différent. Et c'est aussi l'importance de cette collection, c'est de faire un focus sur 3 ans, parce que l'événement est tellement important que de temps en temps, les dates réduisent l'événement ou réduisent les espaces. Et là, de rester sur 3 ans, du 30 janvier jusqu'aux Jeux Olympiques, ça permettait d'avoir un regard différent. Hélène Millard-Delacroix, vous êtes historienne, vous travaillez beaucoup sur les archives, j'imagine. Est-ce que vous travaillez aussi sur les coupures de presse en tant qu'historienne? Est-ce que les historiens aujourd'hui travaillent sur cette période justement en regardant ce qu'on a dit la presse de l'époque? Absolument. La presse, les médias qui façonnent l'opinion publique sont un acteur fondamental, quelle que soit d'ailleurs l'époque que l'on prenne, jusqu'au temps présent, mais que vous soyez dans la guerre froide ou dans cette époque. C'est une source absolument incontournable. Et c'est une source à prendre bien au sens historien. Une source, c'est pas là où on va chercher ces informations. C'est un objet que l'on observe en lui-même avec ses conditions de production, qui sont les producteurs de ces discours, à quelles contraintes, quelles influences sont-ils soumis et ce qu'ils voient. Et je trouve que ce qui est tout à fait intéressant dans ce documentaire, c'est non seulement ce que les nazis donnent à voir à leur propre population aussi, c'est tout à fait bien montré comment la terreur n'est pas évidente, y compris pour gagner une population qui est en partie pas complètement convaincue, mais surtout entre ce qui est donné à voir et ce que les observateurs ici étrangers saisissent.
comprennent, décodent. Et être capable de décoder, ça veut dire aussi avoir les moyens d'identifier les signaux. Et pour avoir les signaux, il faut avoir un peu plus de connaissances antérieures à ce qu'était le programme de ce régime. Et je trouve que de ce point de vue, c'est tout à fait instructif, quelle que soit la période sur laquelle on travaille. Alors Daniel Schneiderman, j'ai évoqué cet ouvrage Berlin 1933 qui évidemment lui se focalise sur ces fameux correspondants internationaux qui étaient présents pour la plupart d'entre eux à Berlin, c'est ce qu'on découvre évidemment dans votre ouvrage. Alors ils n'ont pas tout à fait rien dit ces correspondants étrangers, mais ils n'ont pas dit grand-chose. Censure, autocensure, pourquoi avoir raconté aussi peu de choses sur cette montée du nazisme qu'on a redécouvert dans ce documentaire? Censure, autocensure, évidemment, il y avait tout ça hein, ouais. À l'époque et en Allemagne. Hélène disait ce qu'ils voient. Mais le problème des envoyés spéciaux, des correspondants occidentaux à Berlin dans ces années-là, c'est pas seulement ce qu'ils voient. C'est aussi d'arriver à croire ce qu'ils voient. Parce que très souvent, ils sont dans une situation où effectivement, ils voient des choses, mais on est quand même, à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, dans une situation de jamais vu. C'est-à-dire qu'il va se passer en Allemagne, dans toutes les années qui vont suivre, quelque chose qui n'a jamais été vu. Et qui, en même temps, dont des éléments étaient déjà préexistants dans les années précédentes, 31, 32, etc. Donc, ils sont dans cette situation où ils doivent démêler le jamais vu du déjà vu. Il y a une historienne américaine qui a utiliser un mot qui, je pense, décrit bien la situation, c'est unprecedented, c'est-à-dire ils sont dans une situation de sans précédent. Donc la difficulté quand on est dans le sans précédent, parce que comme n'importe qui, un journaliste a toujours tendance à essayer de rattacher ce qu'il voit à ce qu'il a déjà vu, à ce qu'il connaît, à ses repères familiers, etc. Puis il y a des moments où c'est juste pas possible. Donc comment trouver les mots, comment trouver l'équilibre entre surdire, c'est-à-dire dramatiser, ou sous-dire, c'est-à-dire atténuer, euphémiser, etc. Et par exemple, c'est une situation dans laquelle on est encore aujourd'hui par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Comment trouver les mots, par exemple, sur le salut nazi de Musk? Est-ce qu'il faut dire salut nazi? Qu'est-ce qu'on a devant les yeux? Est-ce qu'il faut dire geste interprétable comme un salut nazi, geste dans lequel on voit un salut nazi? Je veux dire, je pense que se replonger dans ces questions que se posent les journalistes de l'époque peut nous aider aujourd'hui, nous les journalistes, à essayer de trouver les mots les moins faux possibles. On découvre aussi dans votre livre que la grande peur de l'époque, ce n'est pas le nazisme, c'est le bolchevisme, et qu'un certain nombre de patrons de presse, de ce point de vue-là, ont limité la couverture de ce qui s'est passé à Berlin entre 1933 et 1936, pour en revenir à cette période que nous avons redécouvert ensemble. Oui, c'est la peur des patrons. Non, mais il y a plusieurs choses, si vous voulez, du contexte de l'époque qui aident à comprendre, et notamment ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en 1933, donc la révolution russe est toute proche. 17, c'était la semaine dernière, quasiment, pour eux, à l'époque. Et effectivement, les grands patrons de l'époque, les grands patrons américains, les patrons britanniques, les patrons français sont exactement comme aujourd'hui des industriels, des milliardaires, donc des gens plutôt conservateurs et plutôt à droite, on peut le dire. Et effectivement, leur angoisse, c'est le bolchevisme, la propagation du bolchevisme en Europe. Et plusieurs, et je pense qu'ils le pensent tous, et plusieurs l'ont dit et l'ont écrit, si cet Hitler... qui est un personnage certes un peu excentrique, un peu bizarre, peut nous aider et peut aider à contenir le bolchevisme, va pour Hitler après tout. Le bolchevisme et en l'occurrence Staline, qui était lui déjà au pouvoir du côté de l'Union soviétique. On va revoir un extrait de votre film. C'est la visite d'un camp de concentration organisé par le régime nazi et évidemment où participent un certain nombre de journalistes étrangers. Parmi les expériences nazies qui soulèvent la curiosité de la presse internationale, il y a les camps de concentration. Ouverts depuis mars 1933, la dictature nazie y organise des visites pour certains journalistes étrangers. Aujourd'hui, cela semble étrange que le régime nazi n'ait pas fait des camps de concentration un sujet tabou.
On voulait faire preuve d'une certaine transparence. C'était bien sûr des villages Potemkin. Quand les journalistes étrangers venaient visiter les camps de concentration, tout y était merveilleux et magnifique. On vendait les camps aux journalistes étrangers comme des centres de redressement pour les égarés politiques. Visite d'un camp de concentration, nous ne sommes pas à Dachau. Dachau est le premier camp de concentration qui a ouvert en Allemagne. C'était le 20 mars 1933. Autrement dit, nous sommes 2 mois et demi après que Hitler a été nommé à la chancellerie. Où est-ce que nous sommes là, Jean Bulot, sur ces images? À Oranienburg. Oui. Mais il faut savoir que ça, c'est une visite, mais il y en a plusieurs dans l'année. Oui. Il y a aussi des camps ce qu'on appelle des camps de concentration sauvages, un peu partout en Allemagne. Et ce que montre cette séquence, c'est que cette année 1933, les nazis montrent tout. Ils montrent finalement leur évolution. Ce sont les termes utilisés par le chancelier à propos des camps de concentration, mais aussi de la journée de boycott qui aura lieu le 1er avril 1933. Alors attendez, les nazis montrent tout, mais est-ce que les confrères, les journalistes sur place sont autorisés à poser des questions, à s'interroger sur ces personnes qui sont dans ces camps? Jusqu'où ouvrent-ils tout? Non, mais il faut savoir que, alors effectivement, c'est une opération de communication. Donc les mots utilisés, et après tout dépend des bons et des mauvais journalistes. Ceux qui vont à ces visites finalement officiels, contrôlés, ils racontent finalement ce qu'on leur fait entendre. Ils en déduisent que c'est un joyeux camp de travail? Quasiment. Quasiment. Ouais. Quasiment, non, mais c'est très, très encadré. Hein. Bon, c'est très, très encadré. Et sur ces visites, moi, j'ai trouvé des documents incroyables que j'avais mis dans Berlin 33. Une des premières visites, donc en 33, dans un camp, parmi les journalistes conviés, il y a le correspondant de Associated Press, AP, qui est un personnage clé de cette époque, parce que c'est le président de l'association de la presse étrangère. Et donc, il va visiter le camp, et notamment la cellule où est détenu un dirigeant communiste emprisonné. Et alors, la dépêche qu'il envoie, c'est une dépêche où on a l'impression que le gars, il a sa bibliothèque, dans sa cellule, on lui demande s'il mange bien, oui, les menus sont bons, etc. Et après-guerre, quand le correspondant de AP va raconter ses souvenirs, Louis Leutner, il s'appelle, et qui va essayer de se justifier sur effectivement ces euphémismes du moment, il va raconter la même visite. Mais alors cette fois en expliquant, oui, on était très encadré, j'ai bien vu que effectivement l'expression des prisonniers était très contrainte, etc. On a 2 textes racontant exactement le même événement et effectivement qui ne sont pas du tout les mêmes. 1933, le régime montre beaucoup de choses, nous dites-vous, hein, Jean Bulot. Oui, je voulais juste. C'est la réalité, mais que montre-t-il? Et est-ce qu'effectivement cette année 1933, comme vient de le dire Jean Bulot, est une année où le régime décide de montrer une vitrine à ses correspondants présents sur place? C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce qui est montré, officiellement montré comme propagande, fait partie aussi du message à envoyer. Je pense qu'il est important de souligner que le vocabulaire que nous avons aujourd'hui, le regard que nous avons aujourd'hui sur camp de concentration, beaucoup de nos contemporains mélangent un camp de concentration et un camp d'extermination. Pensent qu'un camp de concentration, c'était un endroit pour éliminer et gazer les Juifs. Alors que, et c'est tout à fait important de le souligner, les premiers camps de concentration, mars 1933, Dachau, dans la banlieue de Munich, est un endroit, il faut le dire, pour enfermer les opposants politiques, s'ils sont dans l'ensemble tous des communistes et des socialistes. C'est pourquoi quand Madame Weidel dit aujourd'hui que Hitler était un communiste, voilà, rien que ces images le montrent très bien, parenthèse fermée, et on appelle ça camp de concentration, mais en fait c'est un camp de redressement. Et là aussi, il y a un problème du vocabulaire, il s'agit juste de concentrer, dit-on, et de rééduquer, et de ramener un peu au travail des gens qui sont égarés, contre lesquels nous devons nous défendre. Et c'est quelque chose qui, je trouve, traverse votre documentaire, qui est absolument intéressant et qui a des échos après, jusqu'au temps présent, qui est l'argumentaire de dire nous voulons la paix et nous voulons nous défendre contre les ennemis qui veulent saper notre régime, nos valeurs, etc. Et donc, vous pouvez très bien remplacer ces personnes qui sont enfermées, considérées comme hostiles, avec d'autres personnes qui, aujourd'hui, pourraient être identifiées comme menaçant la cohérence de la communauté dans laquelle nous sommes.
L'intensité aussi des événements dans les 100 premiers jours de prise de pouvoir. Il y a cet accès d'Hitler à la chancellerie. La dissolution du Parlement intervient quelques jours après, c'est le 10 février. Incendie du Reichstag, bien sûr. 27 et 28 février, qu'on a revu dans ce documentaire. Élection législative à nouveau le 5 mars. Ouverture de Dachau, on l'a dit, le 20 mars. Le 24 mars, c'est la loi donnant plein pouvoir à Hitler. Et puis ensuite, un premier décret le 7 avril qui exclut les Juifs de la fonction publique. En 100 jours, les choses vont très vite. Il y a une intensité folle et ce pouvoir se met en place sous ce regard des confrères présents sur place. Sous le regard, mais ils vont au-delà des dates. Ils vont au-delà des décrets. En fait, les décrets, ça dit une chose, ça marque un temps. Mais quel est l'impact finalement de ces lois sur la société? Et effectivement, dans les articles que je mets en avant, qui sont à part finalement, parce que la majorité de la presse internationale ne revient pas là-dessus, mais ils donnent à voir leur impact au sein de la société allemande. Daniel Guérin, qui en plus écrit au Populaire, qui est un journal marqué à gauche. Que vous citez d'ailleurs dans votre film. Ouais. Mais il donne à voir notamment l'impact pour ceux qui passent les concours d'avocats. Il a cette rencontre avec un ancien camarade et qui explique qu'il est obligé de lire autour du nazisme, de cette idée. Et ça me fait penser, il y a un autre livre hyper important qui s'appelle L'histoire d'un Allemand, où on revient aussi sur cette étape-là, où dans la vie quotidienne, finalement, le régime avait un impact. Et ces journalistes donnent à voir cela, donnent à voir cet impact. Et même si ça ne fait pas événement dans la presse internationale, ça ne fait pas la une. Le camp de concentration ne font pas la une. Les personnes qui passent dans les camps de concentration, ils passent. Ils n'y meurent pas. C'est vraiment un passage de rééducation. Et certains ont parlé, certains sont venus en France. Il y avait je me rappelle d'un article où, à l'arrivée à la gare du Nord, on va interviewer des gens et racontent finalement la terreur qui s'abat. Mais elle ne fait pas événement. Il y a quelque chose d'important dans ce que vient de dire Jean Bulot, c'est quand vous citez Guérin du Populaire. Sur moi, ce qui m'a frappé, quand on lit la presse de l'époque, c'est le contraste entre la presse militante, donc le Populaire était un journal militant, l'Humanité était un journal militant, et la presse prétendument apolitique et non militante, dont Paris Soir, qui est l'ancêtre de la presse populaire de l'époque. Et en fait, les seuls qui font le boulot, ou ceux qui font vraiment le boulot, c'est la presse militante. Et ça, c'est tout à fait frappant. Notamment, une des choses que moi j'ai découvertes, c'est que les seuls qui parlent du nazisme et de Hitler comme on en parle aujourd'hui, avec 80 ans de recul, c'est-à-dire en écrivant les mots barbarie, horreur, etc., c'est l'UMA. Voilà. Donc c'est le journal communiste. Alors, il y en a un qui a fait le boulot, comme vous dites, pour reprendre votre expression, et vous le dites d'ailleurs dans ce documentaire, c'est Edgar Morer, ce correspondant du Chicago Daily News. Il sera expulsé d'ailleurs très vite, en 1933, on l'a vu dans votre film. Lui, il avait déjà écrit sur les exactions des SA, ces paramilitaires nazis. Et vous dites dans votre livre, mais c'est pour une raison simple, c'est qu'il était, lui, inséré dans le tissu social allemand. Il n'était pas enfermé à Berlin avec ses confrères, une espèce d'entre-soi que vous décrivez d'ailleurs très bien dans votre livre. Berlin entre correspondants étrangers. Non, ceux qui ont pu dire quelque chose, qui ont osé dire quelque chose, sont ceux qui étaient en contact avec ce tissu social allemand de l'époque. Lui aussi était à Berlin. Ouais. Mais effectivement, il a des enfants, donc ses enfants ont des médecins, des dentistes, il y a des commerçants, il est inséré dans le tissu. Donc effectivement, dès avant le 33, c'est-à-dire dès avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, oui, il fait des papiers très très durs sur les exactions des SA et des nazis. Et donc, comme vous le dites, il va être expulsé très vite. Et son expulsion, si j'ose dire, va servir de leçon pour les autres. C'est-à-dire les autres, ceux qui restent, vont tout de suite voir où sont les clôtures électrifiées, si j'ose dire, qui n'ont pas le droit d'approcher sous peine d'expulsion immédiate, parce qu'ils ne veulent pas être expulsés. Ils ne veulent pas être expulsés. Parce que, d'une part, parce qu'une grande part de leur plus-value professionnelle, c'est qu'ils parlent allemand, ils sont germanistes, donc s'ils sont expulsés, où est-ce qu'ils vont aller bosser ? Et d'autre part, ils sont comme beaucoup de journalistes, c'est-à-dire qu'ils sentent bien que c'est intéressant, que c'est, comme disent les journalistes, un gros coup, que c'est là que ça va se passer. Donc les nazis les tiennent comme ça, par la menace de l'expulsion. Alors on s'interroge, censure, autocensure, on parle beaucoup des correspondants étrangers présents sur place, c'est le thème du film. Qu'en est-il des journalistes locaux, des journalistes allemands? Là, on peut réellement parler d'une censure de la part du régime vis-à-vis de ces journalistes allemands sur place, très rapidement ou pas?
c'est évident qu'il y a une censure active, mais il y a aussi cette forme d'autocensure, ce que Daniel Schneiderman décrit pour les correspondants étrangers, vaut pour les journalistes qui ne veulent pas perdre leur emploi, mais vaut aussi pour tout un ensemble de catégories sociales. Jean Bulot évoque les juristes qui veulent être juristes et savent qu'ils doivent avaler ce gros morceau de l'idéologie nazie parce qu'ils vont être interrogés là-dessus. Les gens qui sont fonctionnaires, qui ne veulent pas perdre leur emploi, s'adaptent progressivement, s'adaptent par le discours, s'adaptent aussi par une gestuelle. Je trouve tout à fait intéressant aussi dans ces documents d'archives que vous montrez. Beaucoup font partie de la propagande, mais il y a aussi, si on a le regard qui ne suit pas ce qu'on veut nous montrer, mais qu'on va regarder un petit peu autour, le comportement des personnes, des kidams qui sont tout autour, comment la gestuelle s'adapte, comment certains lèvent le bras, d'autres lui baissent le bras, et puis si quand même on le lève, ces phénomènes d'adaptation progressive de l'individu qui sont, j'allais dire, une réaction trop humaine, soit pour se protéger parce que tout le monde n'est pas un héros, soit parce qu'on pourrait avoir une approche cognitive. Quand l'ensemble de votre environnement se comporte d'une certaine façon, avec en plus cet enthousiasme qui est propagé, la tentation est grande de faire pareil. Et on voit ainsi, et c'est d'ailleurs dit très bien aussi dans le reportage, que ce qui est anormal devient légitime. C'est-à-dire que le hors-norme, l'extraordinaire, devient le quotidien et devient ordinaire. Jean Bulot, il y a forcément des leçons à tirer d'une époque comme celle-ci, de la couverture médiatique d'une époque comme celle-ci, 1933-1936. Mais quelles leçons à tirer pour aujourd'hui? Quelles leçons peut-on encore tirer du travail que vous avez retiré de cette période si on la ramène aujourd'hui à notre époque contemporaine? Moi, ça sera des leçons personnelles. C'est comme on vient de le dire, c'est vraiment l'idée de... Il y a un article qui m'a marqué sur ce deuxième volet de Soupeau qui parle de l'indifférence. L'indifférence des Allemands face à la situation. L'indifférence des Allemands face à ce changement de régime, mais finalement aussi l'indifférence de la presse internationale et des lecteurs internationaux. Face à ce qui se passait de l'autre côté du Rhin, notre indifférence face aussi au choix des mots utilisés. À quel moment on parle d'un changement de régime? On parle là de la dictature nazie, de la naissance du Troisième Reich, comme on le dit souvent, mais sauf erreur, la Constitution de Weimar n'est pas abrogée. Le régime en tant que tel, la Constitution est toujours là, elle devient caduque par principe. Mais ces petits décrets, ces petites lois qui changent la vie de la société, en fait, on les a vus, on les a racontés finalement, mais on est indifférent. Du moins, c'est le sentiment que j'ai eu à la lecture de ces articles et aussi de l'impact notamment en France. La journée du boycott du 1er avril 1933 ne soulève pas de manifestation en France. Il n'y a pas des grands meetings comme il peut y avoir aux États-Unis sur cette période-là. Et ça dit plein de choses aussi sur l'antisémitisme. Cette première journée du boycott des magasins juifs devait durer 3 jours à l'origine. Et un certain nombre de correspondants, j'ai aussi vu ça dans votre livre, se sont surtout réjouis que les nazis les ramenaient à une seule journée. Ce qui tentait à prouver qu'ils étaient plutôt modérés par rapport à ça. C'est parce que ça n'a pas marché, parce que la population n'a pas autant marché qu'on le voulait. Oui. On s'attendait à une révolte violente de la population contre tous ses voisins juifs, et on le voit bien, c'est montré dans le film. En fait, on organise ce boycott, la prise de choix de celle dame. Vous pouvez quand même entrer si vous voulez, et la dame entre dans le magasin. Et ça, c'est un décalage qui signe cette erreur de calcul qu'avait faite... On va reparler de l'Allemagne dans un instant avec vous et de la couverture médiatique de la montée de l'extrême droite, peut-être aujourd'hui, en Allemagne. Daniel Schneiderman, avant cela, quelles leçons tirez-vous du traitement de cette période pour les confrères et la manière de couvrir ce qu'est la montée du populisme, des extrémismes aujourd'hui? Et Trump. Enfin, je veux dire, c'est Trump qui vous vient tout de suite à l'esprit? Oui, non, mais aujourd'hui, l'AfD en Allemagne, Trump aux États-Unis, on est dans une espèce de unprecedented de 2025. Je veux dire, on est exactement dans la même situation dans laquelle les mots nous manquent à nous journalistes pour décrire ce que nous voyons.
Alors pourtant, on l'a déjà vu, Trump, parce que si je me réfère à ce que vous avez dit tout à l'heure, oui. il y avait c'était inédit ce que découvraient ses correspondants étrangers à l'époque. Là, c'est pas vraiment inédit, Trump. Hein. C'est un deuxième passage à la Maison-Blanche. Il y a un deuxième, c'est Trump 2. Alors maintenant, tout le monde nous dit que Trump 2, ce sera pas Trump 1, ce sera beaucoup plus dur, etc. Je parlais au début du débat du choix entre surdire et sous-dire. Oui. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai toujours été extrêmement attentif, à faire attention de ne pas surinterpréter, d'être toujours très attentif à ce qui différencie ce que nous vivons aujourd'hui, par exemple avec la montée de l'extrême droite dans plusieurs pays européens, avec les montées du fascisme, du nazisme, notamment avec une différence quand même de taille entre les deux situations. C'est que dans les années 20 en Italie ou dans les années 30 en Allemagne, les fascistes et les nazis tiennent la rue. Ils tiennent la rue physiquement, les SA tiennent la rue. Et c'est extrêmement violent. On n'est pas dans cette situation aujourd'hui. Donc il faut faire extrêmement attention aux différences. Cela dit, la leçon personnellement que je tire de mon enquête, de mon voyage dans les années 30, c'est que je crois que tout bien pesé, il vaut mieux surdire que sous-dire. C'est-à-dire il vaut mieux surligner, il vaut mieux être plus explicite, quitte effectivement à ce qu'un Schneiderman dans 50 ans ou dans 80 ans puisse reprocher aux journalistes d'aujourd'hui, plutôt que de cacher. Voilà. Au total, c'est toujours, si vous voulez, une espèce de balance de risque-avantage. Je crois que le risque de la sous-estimation de ce que nous voyons est plus important que le risque d'y être trop attentif. L'AfD, c'est l'extrême droite allemande aujourd'hui. L'extrême droite n'a jamais été aussi forte en Allemagne qu'aujourd'hui. Et cette montée en puissance, on peut la dater, hein, je crois, c'est 2015, la crise migratoire, et l'accueil d'un certain nombre de réfugiés politiques en Allemagne sous l'égide d'Angela Merkel. Jusqu'où peut-on comparer un tant soit peu ce qu'on a vu ici, cette montée du nazisme, et cette résurgence de l'extrême droite allemande aujourd'hui ? La comparaison, c'est une opération intellectuelle que nous faisons tous. Nous comparons en permanence en disant, vous l'avez fait, qu'est-ce qui est identique, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est similaire. Les choses ne se répètent pas. C'est pourquoi d'ailleurs l'argument, lorsqu'on essaie de convaincre des potentiels électeurs de ces extrêmes droites en disant « mais vous êtes nazis », c'est complètement contre-productif parce qu'ils ont l'impression, un, qu'ils ne sont pas nazis et que deux, on n'est plus du tout dans la même période. C'est pourquoi il ne faut pas dire que ça se répète. En revanche, ce qui est important, c'est de mettre en évidence des dynamiques, des similitudes de constellation de forces, de dynamiques. Lorsque vous dites, en effet, aujourd'hui, c'est pas dans la rue que ça se passe, c'est dans une autre rue, c'est dans les réseaux sociaux, où la violence, l'insulte et la brutalité, cette brutalisation de la pensée et le fait qu'on est soit pour, soit contre, soit mon ennemi, soit mon ennemi, se passe dans d'autres endroits. Ce qu'il faut rajouter en plus, c'est que ce parti joue aussi sur l'histoire qui a existé et sur la mémoire que nous en avons et sur le côté prescriptif de cette mémoire. En Allemagne, il faut être anti-nazi. Donc, si on veut être autrement, comme cette alternative, ben, il faut arriver à dire qu'on n'est pas contre le nazisme, mais sans le dire pour être quand même entendu. Et c'est donc tous les jeux sur la connivence, sur la transgression, la réutilisation de schémas, de motifs, de formes. La campagne électorale de Alice Weidel, marquée par le grand mot « Alice für Deutschland », c'est-à-dire « Alice pour l'Allemagne », qui est un détournement d'un des chants des SA, qui était « Alles für Deutschland », tout pour l'Allemagne. On n'a pas le droit de dire en Allemagne aujourd'hui « Alles für Deutschland », parce que ça tombe sous le coup de la loi, puisque c'est nazi. Mais si on dit Alice für Deutschland, c'est une répétition? Non, c'est un jeu et on joue sur la mémoire et sur l'expérience des uns et des autres. L'AfD, idéologiquement, où commence, où s'arrête la comparaison possible avec cette extrême droite des années 30? Il y a des éléments, alors il y a des éléments, dans les infrastructures du parti, de la même façon que dans les autres partis populistes, y compris en France, il y a des éléments clairement néo-nazis. C'est-à-dire s'inspirant de la même idéologie, de la même vision fantasmée d'une communauté homogène, raciale, à laquelle on ne peut pas appartenir lorsqu'on n'y serait pas né.
Et puis, il y a une violence et il y a surtout des schémas de communication qui sont d'ailleurs communs avec ce que nous montrent Donald Trump et J.D. Vance, c'est-à-dire de retourner l'accusation, de dire « vous êtes haineux envers nous, vous ne nous donnez pas la liberté ». Et c'est une arme absolument diabolique parce qu'elle désarme celui qui, au contraire, est un démocrate bienveillant. Les nazis, Goebbels, pardon, les nazis se présentent comme des défenseurs de la liberté d'expression aussi. Les nazis, Goebbels critique la presse américaine et critique les mensonges, la grossière propagande de la presse américaine, de la même façon que Vance, le vice-président, vous venez d'en parler, mène une offensive, on l'a vu ces derniers jours, mène une offensive contre l'Europe qui aurait sabordé sa liberté d'expression. Là, il y a quand même des parallèles troublant. Et le dernier parallèle, ça sera le mot de la fin. C'est aussi que le nazisme est un complotisme. On l'oublie, mais dans sa formation, c'est un complotisme. Et là, par rapport à l'actualité et le parallèle à l'AfD, la participation d'Elon Musk au meeting montre bien aussi cette internationale finalement du complotisme, cette internationale aussi d'une idée qu'on n'arrive pas encore à nommer vraiment, mais qui montre aussi ses parallèles et ses résonances avec aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura un troisième volet? Peut-être. Est-ce qu'on aura 1936, 1939 signé Jean Bulot? Dans l'idée, ça serait justifié parce qu'il se passe aussi plein de choses entre ces 3 années. 38, qui est une crise aussi de l'accueil. Donc peut-être. De l'accueil des migrants. Oui. L'accueil des migrants, oui. Eh bien, on sera un grand plaisir de diffuser ce troisième volet. Si Daniel est libre, grand plaisir. Maintenant, j'ai pris l'habitude. En tout cas, nous, on aura grand plaisir à le diffuser dans cette émission des Badogs. Nous l'avions fait pour le premier volet, nous venons de le faire pour le deuxième. J'ai pas parlé de second, parce que ça voudrait dire qu'il n'y aura pas un troisième. Et ce que je souhaite, c'est qu'il voit bien le jour, ce troisième volet. Merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc aujourd'hui. Encore merci pour ce documentaire. Vos réactions, ça sera sur #débatdoc, bien entendu. Merci aussi à Félicité Gavalda, Victoria Bellé, qui m'ont aidé, comme à l'accoutumée, à préparer cette émission. Je vous donne tout simplement rendez-vous pour un prochain débat doc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.